Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. On a tout un dossier aujourd'hui avec Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. On parle de vos finances et aujourd'hui, on parle des couples. Donc, êtes-vous en couple? Êtes-vous marié? Êtes-vous conjoint de fait? Êtes-vous à côté, comme on dit? Puis, si c'est le cas dans une ou l'autre des situations, connaissez-vous les enjeux légaux, les enjeux financiers? Alors, bonjour Jean-Sébastien. Salut Jean-François. Écoute, il y a une bonne différence, là, point de vue légal, entre les couples mariés, si on est à côté, comme on dit, si on a des enfants, pas d'enfants. Il y a quand même pas mal de règles à savoir. Oui, tout à fait. En fait, la différence est vraiment entre les couples qui sont mariés et les couples qui sont en union de fait. Puis, parfois, on se dit, pourquoi toi, Jean-Sébastien, en finance, en planification financière, tu viens parler de ça? Parce que ça va avoir tôt ou tard un effet sur les finances des gens. Si on regarde le portrait, là, Jean-François, au Québec, il y a 42% des couples au Québec qui sont en union de fait. C'est immense. Okay? Ça paraît... Ça, c'est plus qu'ailleurs. Parle de ça. On est des champions mondiaux là, au niveau des couples en union de fait. On est dans les tops au monde. Si on compare, là, juste au Canada, c'est la moyenne canadienne est 23%. Alors, au Québec, on est à 43%. Si on regarde en Ontario, les voisins sont à, je l'ai noté, 16%. Donc, tu vois un peu la différence entre le Québec et ailleurs au Canada. Est-ce que c'est culturel? Probablement. Est-ce que c'est l'éloignement de la religion qu'il y a eu au fil des années aussi? Probablement. Ça stagne actuellement un peu parce que il y a beaucoup d'immigrants. Les immigrants vont plutôt se marier, donc ça compte dans la statistique quand même. Mais on voit qu'on est vraiment à un autre monde versus le Canada. Oui, mais ça prouve que c'est culturel. T'sais, si tu nous dis qu'avec l'arrivée des immigrants, ça fait bouger la balance, c'est culturel. Est-ce que il y a une situation qui est mieux que l'autre? Oui, c'est sûr que les couples en union de fait, là, on dira ce qu'on dira, c'est pas reconnu légalement. C'est reconnu fiscalement. Là, pour calculer tous les crédits d'impôt et tout ça, on va prendre les deux revenus, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour tout ce qui est légal, les couples en union de fait ne sont pas reconnus. Alors ça va venir vraiment créer certains problèmes pour des couples qu'on n'a pas des revenus similaires. Donc un des deux membres du couple qui ont un très gros revenu, l'autre non. Puis là, disons, il y a une décision familiale qu'un des deux membres du couple va s'occuper plus de la famille, plus du ménage de la famille, tandis que l'autre va travailler. Là, ça vient en sorte que l'autre, il accumule, fait des placements, fait des REER, va acheter avec son nom personnel. Ouais. Et là, s'il y a une séparation, c'est pas reconnu entre les deux. Donc, la personne qui était riche est encore plus riche, puis l'autre personne, là, ça devient difficile parce que ça fait 10-15 ans que finalement, cette personne-là n'a pas travaillé. Ouais. Donc, c'est ça l'enjeu pour les couples en union de fait. Versus les couples mariés ont quand même des certaines bases. Il y a un patrimoine familial qui est conçu pendant le mariage. Puis ça, le patrimoine familial, Jean-François, si tu divorces demain, c'est les REER, tous les fonds de retraite, donc REER, fonds de pension, Régie des rentes du Québec. La résidence principale, même si elle était juste à ton nom, elle va être partagée par le patrimoine familial. Les meubles qu'il y a dans la maison, tes voitures, les voitures pour la famille, c'est splitté en deux. Donc, tu vois que le mariage, il y a quand même une structure qui protège le couple, tandis que l'union de fait, il n'y a rien du tout. Puis, dans un cas où, parce que là, tu nous disais dans un cas où quelqu'un décide de s'occuper plus de la famille, mais dans un cas où c'est deux professionnels, pas mariés, là, on parle de conjoints de fait, pas mariés, deux professionnels, les deux font un bon salaire, puis tout ça, il arrive quoi dans un cas comme celui-ci, on n'est pas obligé de se chicaner, j'imagine, puis on se dit, on sépare à l'amiable, puis c'est tout. Ça, c'est le cas facile, en fait, là, que les actifs des deux sont à peu près similaires. Il y a une séparation, chacun conserve ses trucs. Ça, c'est le bout le plus facile, en fait, qui peut arriver. Par contre, au fil du temps, ça pourrait arriver que il y a des affaires qu'on a achetées. Est-ce que c'est moi qui l'ai payé ou c'est toi qui l'as payé? Là, on le sait pas. Donc, il y a un document légal qui s'appelle le contrat de vie commune, Jean-François, il n'y a pas beaucoup de couples en union de fait qui ont ça, là, c'est moins que 5%. Puis si on allait voir qu'est-ce qu'il y a dans ces contrats de vie commune-là, ça pourrait être pas grand-chose, mais dans ce genre de trucs-là, on pourrait mettre, par exemple, justement, un état des biens. Qu'est-ce qui est acquis? Donc, tu sais, le but de ça, c'est que si jamais il y a une séparation, ça va jamais, ça va pas souvent bien dans la séparation. Au moins, on a un contrat qui nous dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Il pourrait y avoir d'autres types de trucs dans ce contrat-là, comme par exemple,
Nous autres, on avait dit que nos enfants iraient tout le temps au privé. On l'écrit là-dedans. Comme ça, si jamais il y a une séparation, puis les deux sont pas d'accord avec ce qu'on fait, ben on se fie au contrat qui avait été écrit au départ. Fait qu'il peut y avoir plusieurs règles comme ça à l'intérieur d'un contrat de vie commune. Oui, mais en même temps, c'est quelque chose qu'il faut remettre à jour, logiquement, aux années, aux 2 ans, parce que notre situation change. Puis c'est toujours délicat, là, quand ça fait 1 an ou 2 que tu es avec une personne, de dire « Hey, on va se faire un contrat de vie commune. » On dirait que ça brise le romantisme. Est-ce qu'il y a une différence dans le cas d'enfants ou sans enfants, ou c'est juste que quand arrive le testament là, que ça fait une différence? Ben, en fait, là, il va y avoir une différence. Il y a de quoi de nouveau, en fait, que le gouvernement provincial a annoncé, justement, parce que tu vois la proportion. Là, au Québec, on est ailleurs que le Canada. Donc, le gouvernement a mis en place le programme d'union parentale. Donc, le programme d'union parentale qui va commencer l'année prochaine. On va faire une espèce de patrimoine familial, ok, un peu comme les couples mariés, mais moins restrictif. Là, on mettra pas les fonds de retraite là-dedans. On va mettre la maison. On va mettre certains trucs de base, comme ça. Si on a un enfant, moi et ma conjointe, puis on se sépare, ben là, il y a certains trucs qui vont se faire de base. Donc ça c'est intéressant, ça rentre en vigueur l'année prochaine. On veut protéger les couples en union de fait. Donc ça, c'est la nouveauté. C'est très bien, en fait. Puis le ministre qui a mis en place ça, c'est quand même un gros projet de changer à ce niveau-là. Je lève mon chapeau parce que, bon, évidemment, les gens de gauche sont très heureux de ça. Les gens de droite aussi, là, c'est vraiment quelque chose qui regroupe, en fait, qui fait l'unanimité. Évidemment, il y a des gens qui vont trouver que il n'y a pas assez de choses dans ce partage-là, mais c'est du moins une première étape qui est quand même intéressante. Oui. Puis j'imagine que si jamais on veut pas en faire partie, il y a moyen de se faire un contrat aussi, comme le contrat de mariage, où tu dis, nous, on sera pas là. Je me souviien pas du terme quand on se marie, là, mais donc tu peux te faire un contrat qui dit l'inverse de ce que la loi nous dicte. C'est vraiment un bon point que tu apportes là, parce que ça va être possible de se soustraire de ça. Il va falloir aller chez le notaire, écrire un contrat, puis dire que nous, ben cette règle-là que le gouvernement applique, on veut pas. Puis à l'inverse, ceux qui ont eu des enfants avant la règle, qui seront pas soumis à ça, pourraient également aller chez le notaire et dire nous, on veut être soumis à cette règle-là. Mais le point que tu amènes aussi, là, c'est que au niveau d'un couple marié. Un couple marié, lorsqu'il se divorce, le patrimoine familial qui a écrit un contrat ou pas, il va être divisé quand même. C'est les autres actifs ailleurs que le patrimoine familial. Donc, la maison, les fonds de retraite, comme les REER, le fonds de pension, ça, c'est toujours partagé. On peut pas renier à ça. La chose qu'on pourrait renier dans un contrat, c'est par exemple ton entreprise, Jean-François. Si jamais tu divorces de l'entreprise, tu veux pas qu'elle soit dans le partage. Donc, dans le papier, ça aurait été enlevé du partage en cas de divorce, mais le patrimoine familial de base, il est toujours là en cas de séparation. Tu as dit tantôt, on va tous finir par avoir à être confrontés à cette situation-là. Il y a sûrement des gens qui nous écoutent et qui font « ben non, nous, on n'a pas l'intention de se séparer, donc ça ne nous touche pas ». Mais quand on arrive au testament, il y a une différence encore là entre marié et conjoint de fait. Comme on vient de le dire au départ, les couples en union de fait ne sont pas reconnus. Les couples mariés ont une certaine reconnaissance. S'ils n'ont pas de testament, il y a une partie qui est protégée, mais c'est pas parfait. Mais les couples en union de fait, c'est pire, c'est rien. Là. Supposons que moi et ma conjointe, on n'a pas d'enfants, on a une maison, je décède, les parts de ma maison, si on n'a pas de testament, ils s'en vont à mes parents, à mes frères et sœurs. Or, c'est pas ça du tout que je veux, mais c'est ça que la loi... fait que si je veux contourner cette règle-là, il faut que j'écris un testament. Fait que les couples en union de fait, le fait qu'il y en ait 42%, puis que je suis convaincu que dans les jeunes, la proportion de testament, elle est très basse. C'est important. Il y en a qui disent j'ai pas d'enfant, j'ai pas besoin d'un testament. Si t'as des actifs, t'es en couple en union de fait, ça prend un testament pour te protéger selon ce que tu veux. Sinon, ben ça va être selon ce qui est prescrit par la loi, puis c'est pas nécessairement ce que les gens veulent. Ouais. Parle-nous du coût de l'amour. Qu'est-ce que c'est le coût de l'amour? Je te vois sourire, là. Je trouve ça intéressant de parler de ça parce que au Québec, il y a beaucoup de séparations. Là, on se le cachera pas. Pourquoi qu'on parle de ça? Ben, c'est parce que le divorce, s'il n'y en avait pas, on n'en parlerait pas, mais il y en a. Fait qu'on n'a pas le choix d'en parler. Les couples en union de fait, même affaire, il y a beaucoup de séparations. Et là, ce qui vient, c'est pas intéressant en fait, mais ce qui peut arriver, c'est que disons que il y a un couple, la personne se sépare, le père ou la mère devient monoparental avec l'enfant ou peu importe la garde partagée. Là, je me retrouve pour toutes les allocations familiales. Jean-François, c'est juste un revenu. Là. Fait que supposons que je fais 60 000 par année. Là, mes allocations familiales vont être intéressantes parce que normalement, il y avait 2 salaires pour calculer les allocations. Là, il y en a juste un. Fait que les allocations familiales viennent augmenter. Mais supposons, j'ai un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe,
qui gagne 200-300 000 par année, puis là, ben, on se met à habiter en chambre, ou moi, je vais habiter chez elle, ou l'inverse, ben là ça s'annule. Quand on va faire nos déclarations fiscales, là, c'est un revenu familial. Même si c'est pas la mère des enfants, le père des enfants, les revenus comptent. Et là, je peux me retrouver tout d'un coup à ne plus avoir d'allocation familiale. Mes crédits pour frais de garde diminuent. Tous ces petits crédits-là que je peux avoir selon mon revenu peuvent disparaître. Donc, je dis pas aux gens de pas tomber en amour, mais c'est à y penser, hein, c'est à y penser vraiment comme il faut. Puis je peux pas contourner la loi non plus. Je pourrais pas dire ben je vais me louer un petit 1,5 en région, puis je vais dire que c'est mon adresse. Si j'ai une vérification de l'Agence du revenu, ils vont venir chercher tout ce qui devait être donné ou ne pas recevoir. Donc, c'est à faire attention. Donc, c'est à prendre en considération quand on a des nouveaux conjoints qui ont des revenus plus importants. C'est quoi les répercussions financières de ça? Bref, on s'informe, que ce soit parce qu'on a quelqu'un de nouveau dans notre vie, sur l'union parentale aussi qui va arriver. On se fait testament. Il y a plusieurs endroits où on peut aller discuter de tout ça, s'informer, avocat, notaire, conseiller financier, comme c'est le cas pour toi, Jean-Sébastien. Puis vous allez pouvoir orienter les gens vers la bonne personne. Évidemment, puis les notaires du Québec sont probablement les bonnes personnes pour rédiger tous ces trucs-là, testament, convention de contrat de vie commune, pardon. Les notaires, c'est vraiment les spécialistes là-dessus au Québec. Et un testament, ça pourrait quand même, Jean-François, être écrit à la main. Donc, évidemment, si je viens contourner la loi dans un testament, il pourrait ne pas être valide. Fait que c'est toujours mieux d'avoir recours à un professionnel pour écrire ça. Mais dites-vous que si vous n'avez pas le temps d'aller voir un notaire avant les 3 prochains mois, vous êtes en union de fait, vous avez une maison, écrivez-le au moins sur une feuille, qu'est-ce que vous voulez, le temps d'avoir votre rendez-vous chez le notaire. Sage conseil, Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de Patrimoine. Merci encore une fois aujourd'hui. Merci Jean-François. Bye bye.